Bonjour à tous, bienvenue à cette première table ronde de la journée dans cette salle sur la thématique jeux, simulation et univers virtuel dans l'imaginaire avec Oriane Velten, Tonté Riam, l'ICAM et animé par David Perron. Merci, donc bonjour à tous, bonjour à tout le monde. Bienvenue pour cette première table ronde de la journée. Donc c'est le matin, c'est dur pour tout le monde, ça va aller, on va y aller tranquillement. On est là pour discuter, en plus on n'est pas trop nombreux, donc on va vraiment pouvoir aussi échanger avec la salle, discuter tous ensemble et parler donc d'univers virtuel, de métavers, de jeux vidéo. Il y a plein de façons de parler de ces univers-là, de simulation bien sûr, de caverne de Platon, c'est souvent le truc qui revient souvent, c'est le mythe de la caverne comme façon de parler d'univers virtuel. Et donc on a 3 autrices et auteurs qui m'accompagnent pour discuter de ça, de leur rapport à ça, et puis de leur manière aussi peut-être d'intégrer ça dans leurs futurs travaux écrits. Et donc pour commencer peut-être, ça serait peut-être bien qu'on commence par un peu défricher le sujet, parce que c'est un sujet très vaste, les univers virtuels, il y a beaucoup de manières d'en parler, beaucoup d'œuvres qui en ont parlé, que ce soit dans la littérature, dans les cinémas, dans le jeu vidéo, dans les mangas, dans les animés évidemment beaucoup aussi. Est-ce que vous trois autour de moi, vous pouvez me citer quelques œuvres qui vous ont marqué qui utilisent ce type d'artifice narratif, ou que vous aimez bien, ou que vous auriez des univers virtuels dans lesquels vous auriez aimé vivre peut-être, même si c'est souvent dystopique. Est-ce que vous avez des exemples un peu pour qu'on commence à discuter? Je vais commencer par une référence qui est très très banale, qui est Ready Player One. Parce que j'aime bien l'univers virtuel. Et une autre œuvre qui est plus confidentielle, qui est Word de Jeff Noon, avec, je ne sais pas si vous connaissez, c'est à travers une plume qui est une substance chimique, ça crée des connexions dans le cerveau et ça crée un univers virtuel, mais qui peut être commun à tous les gens qui ont pris la même plume. Donc c'est une série, il y a plusieurs ouvrages. Le premier c'est Word et après Pollen, enfin voilà, mes 2 références. Ok, d'autres exemples qui vous intéressent, qui vous plaisent? Je veux dire franchement, je suis pas spécialiste des univers virtuels, mais je sais pas si un film comme Fight Club fait partie de ce monde-là. On pourra discuter des limites. De la science-fiction, mais ouais, si je devais citer un film, ça serait une œuvre, Fight Club. D'autres références qui vous viennent? Alors c'est cool de parler de la dernière, on a eu le temps de réfléchir. Là, comme ça, il y en a 2 qui me viennent. D'abord un film qui s'appelle Virtual Revolution, qui est un film français produit par une petite équipe qui a bien galéré à le monter. À l'époque où il est sorti, j'étais parisienne, j'ai dû traverser tout Paris pour aller le voir dans un cinéma d'arrêt d'essai qu'il sortait. Donc si vous arrivez à mettre la main dessus, allez voir, c'est super intéressant. Le pitch est très basique, futur relativement dystopique, tout le monde vit dans un monde virtuel où il peut incarner un personnage génial. Et tentative de révolution, parce que se reconnecter à la vraie vie, sauf qu'il y a des twists, évidemment. Et il y avait des idées très intéressantes. Et l'autre créateur, on va dire, que j'aime bien citer dans ce sujet, c'est Mamoru Hosoda, notamment avec les films d'animation japonais Summer Wars et Belle, parce que il présente justement une vision que je trouve on présente rarement dans la SFFF du monde virtuel, une vision positive, c'est-à-dire le monde virtuel comme un endroit où on peut se sentir mieux, où on peut être plus libre, où on peut faire des rencontres et qui peut même aider à résoudre des problèmes dans le monde réel. Et c'est vrai qu'on présente souvent, je trouve, les mondes virtuels sous un aspect négatif, sous l'aspect de leurs défauts, que je nie pas, ça peut créer beaucoup de problèmes. Mais il y a aussi l'autre côté. Je veux dire, pour moi, c'est un outil. Internet pouvait être un super outil, les réseaux sociaux peuvent être des super outils. Ça dépend comment on l'utilise. Et du coup, il y a quelques œuvres qui le montrent et moi, ça me fait du bien. Mais c'est vrai que c'était une de mes questions aussi, c'est est-ce que c'est obligé que ça tourne mal, quoi. C'est vrai qu'il y a cette idée aussi souvent dans le monde virtuel que... Alors après, c'est parce que c'est un outil narratif. Quand il y a un truc qui se passe mal, il y a plus d'histoires à raconter en général dans un univers. Mais c'est vrai que souvent, il faut que ça soit dystopique. C'est très, je pense, aussi lié au cyberpunk, qui a été extrêmement influent là-dedans, et donc qui est une approche très noire des technologies. Et c'est vrai qu'il n'y a pas tant que ça d'exemples de... Ready Player One, peut-être, c'est un endroit où ça se passe plutôt bien, même s'il y a des problèmes à la fin, parce qu'ils sont rachetés et qu'ils vont mettre de la pub et des pop-up et voilà, mais c'est vrai que la question c'est est-ce que c'est obligé que ça se tourne mal ou est-ce qu'au contraire ça peut être un endroit où on s'épanouit, où on se sent bien, où on se réfugie, où on s'échappe du monde aussi parfois, qui est un monde qui va mal aussi. À mon avis, ça dépend de dans
quel univers justement l'intègre. Si on part d'un univers d'anticipation, c'est-à-dire un univers virtuel créé chez nous, mais dans le futur, ça dépend de ce qu'on envisage comme futur. Et ce que je veux dire, si moi, maintenant, j'imagine un univers virtuel créé demain ou dans 6 mois dans d'autres mondes, je l'imagine créé dans un contexte économique capitaliste, donc qui va se mettre à fonctionner sur la logique du capitalisme. Et de là, mon avis personnel, c'est que ça ne peut pas tourner bien. Donc, voilà. C'est aussi pour ça que dans Ready Player One, quelque part, on voit cette dynamique se mettre en place. Donc, pour moi, ça va dépendre non pas de l'univers virtuel en lui-même, mais de l'infrastructure socio-économique où on va l'inscrire. Après, c'est un outil, donc il peut tourner bien en fonction de là où on le met, je suppose. Juste un truc. C'est sûr que quand on écrit de la science-fiction, notamment de l'anticipation, on a tendance à pencher du côté vers un biais négatif. Mais en ce qui concerne les univers virtuels, moi je suis assez partagée. Il y a des choses qui m'intéressent, qui me fascinent. Je suis assez curieuse de certaines choses. Par exemple, si je pense on va parler des GAFAM 2 secondes, hein, tant pis. Si je pense au métaverse de Zuckerberg, je suis un peu titillée. J'aurais envie d'y aller. Il y a des choses je me dis, si je peux créer mon petit univers, mon petit cocon, ça me fait envie. Après, en même temps, comme disait Oriane, c'est le contexte dans lequel c'est fait, le contexte socio-économique et politique aussi. Lui, par contre, fait un peu peur. Et si derrière, c'est pour aspirer nos données et nous vendre encore plus de choses, ou alors essayer de nous faire voter d'un côté ou de l'autre, c'est très dangereux. Oui. Oui, puis c'est ça qui est marrant, c'est que c'est très... Si on est là un peu aujourd'hui, c'est qu'on aime bien en général ces univers-là, ou en tout cas ça nous a fasciné petit, ou qu'il y a une imagerie qui nous plaît là-dedans. Et en même temps, on voit bien que ça marche pas trop dans le vrai monde, en fait, pour l'instant. Depuis même les premiers métavers qui ont déjà, je pense à Second Life, hein, déjà, vous vous souvenez de ce merveilleux endroit, qui a finalement fini par tourner un peu à vide, hein, même s'il y a eu des expériences intéressantes dedans. Hein. Et là, le métavers de Zuckerberg, il prend pas trop. Les cases de réalité virtuelle, ça a eu sa petite niche, mais il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent dedans. Donc on voit bien qu'il y a une réticence quand même si on se dit on aimerait bien peut-être en avoir un à la maison, un petit Oculus, etc. En même temps, ceux que je connais qui en ont, ils ont vite arrêté parce il y a 3 jeux pour jouer dedans, puis après c'est voilà. Donc est-ce que c'est parce que c'est un truc de riche aussi que ça prend pas, ou est-ce que c'est parce que finalement c'est pas aussi bien qu'on aimerait que ce soit la matrice tout de suite, et donc là forcément c'est un peu décevant. Qu'est-ce qui fait que ça prend pas chez nous? Quoi qui prend pas? Les métavers. Les univers virtuels, il y en a qui prennent en fait. Ça dépend ce qu'on appelle un univers virtuel, mais un métavers qui est censé déjà reproduire notre réalité. Déjà, je pense qu'on va plus facilement voir que ça n'y ressemble pas vu que c'est notre réalité. Deuxièmement, moi, si je veux partir de ma réalité, c'est pas pour se retrouver dans son clone. Et en fait, moi, j'en connais des gens qui vont passer 6 heures d'affilée dans World of Warcraft, ou qui vont aimer retrouver leur cabane dans Minecraft, ou qui vont y passer. J'en connais des mondes virtuels qui plaisent. Si le jeu vidéo a autant explosé, pour moi, le jeu vidéo est clairement un monde virtuel où les gens aiment se balader, où les gens aiment avoir une histoire qui est préconçue ou pas. Donc c'est quelque chose qui plaît. Oui, après ça dépend de la définition de l'immersion en fait. C'est-à-dire que dans la vision qu'on a classiquement des univers virtuels et de métavers, c'est un peu le côté hyper englobant, casque, sensation haptique, c'est-à-dire haptiques, ça veut dire des choses qui nous font ressentir vraiment les coups, choses comme ça. Il y a des tentatives comme ça qui sont pas encore... Mais c'est vrai que bien sûr qu'avec une console et une manette, on peut passer des heures sans l'impression d'être dans un autre monde et d'une présence. D'ailleurs, les études sur Fortnite, en ce moment, montrent que les gens qui jouent beaucoup à Fortnite, qui est un jeu très très populaire, évidemment, vous savez, en fait, on se rend compte que beaucoup des jeunes qui jouent à Fortnite s'y retrouvent sans faire de combat. Ils y vont pour discuter entre eux dans un chat en 3D, quoi, un petit peu. Et c'était un usage qui n'était pas du tout anticipé par les créateurs du jeu. Et finalement, on retrouve cette idée que on aime bien cette idée d'avoir un avatar et de jouer avec dans un monde autre, quoi. Et alors après, ça pose une autre question aussi que je voulais soulever, c'était celle des différents types de mondes virtuels, justement, qui vont du jeu vidéo à la matrice, quoi, si vous voulez, avec une espèce de gradation, un continuum. Et est-ce que vous faites une différence entre un monde virtuel ou un métavers, ou peu importe comment on l'appelle, on va pas à chaque fois refaire la liste, même si la subtilité entre tout ça est intéressante, et un dans lequel on serait conscient qu'on est dedans, et un dans lequel on ne serait pas conscient. En tant que, en plus, auteur et autrice de fiction, est-ce que pour vous ça change quelque chose? Est-ce que l'intention d'aller dans le monde virtuel, ce qui est le cas dans Ready Player One par exemple, est différente que vous ne savez même pas si c'en est un dans la matrice par exemple, vous ne savez pas si vous êtes dans un monde virtuel, et on peut aller jusqu'à dire peut-être on y est tous tout de suite aujourd'hui dans un monde virtuel, on ne sait pas. Est-ce que vous faites une différence là-dedans? Est-ce qu'il y en a un du coup qui est plus évidemment totalitaire que l'autre parce qu'on n'a pas eu le choix, ou pas?
Moi, ce qui m'inquiéterait, c'est qu'on soit dans un monde virtuel et qu'on soit pas au courant. C'est ça. Et du coup, je vais revenir à Burt de Jeff Noon. Quand ils prennent la plume, ils oublient qu'ils l'ont pris. Et donc, ils se retrouvent dans un monde virtuel Sans le savoir. Sans le savoir. C'est le geste, le premier geste initial est volontaire, mais après, une fois que c'est comme un rêve en fait. Donc ils oublient qu'ils sont dans un monde virtuel. Et donc ça vous, parce qu'on pourrait se dire, il y a des gens qui pourraient dire, mais moi si je le sais pas. Et vous, vous préférez savoir ou pas savoir que vous êtes dans un monde virtuel? Est-ce que vous prendrez la pilule rouge ou ça dépend du point de vue. Je veux dire, si vous êtes, on va prendre Matrix, plus facile. Si vous êtes Néo avant qu'on lui pose la question de la pilule, là, je pense que la question se pose. Pour moi, c'est une question de point de vue. Si je suis dans un jeu, sans savoir que je suis dans un jeu, je vois pas pourquoi je serais gênée. Je vis une vie qui me paraît être une vie pleine d'expériences, de ressentis. Moi, à titre personnel, je suis assez tenante de l'idée. J'ai du mal à voir vraiment où est le problème avec l'idée de passer sa vie dans un jeu vidéo, par exemple, ou discuter en chat, et de ce discours de « oui, mais ça détache les gens de la vraie vie ». Mais c'est une expérience quand même. C'est une expérience qu'ils ne pourraient pas faire dans la vraie vie, entre guillemets. C'est une expérience différente, mais c'est une expérience de vie. Et du coup, moi, si je suis dans un monde virtuel, si tout ça c'est un monde virtuel, ma vie n'est pas moins riche ou plus riche que si c'est un monde matériel. Par contre, si un jour un grand mec baraque avec des lunettes de soleil se pointe en me disant tu es dans un faux monde, tu as la possibilité de le savoir, est-ce que tu le veux ou pas, là ça change la donne. Ou alors vous êtes à Comic-Con et c'est un cosplay. Après c'est la perception qu'on peut avoir des choses, hein. C'est toujours la même chose, hein. Qu'est-ce qui est virtuel, qu'est-ce qui ne l'est pas, j'ai envie de dire, si demain on est influencé par quelque chose dans la vie de tous les jours et que si notre vision est altérée par rapport à ça, on peut dire que c'est virtuel. Est-ce que ce que je vis, c'est ce qu'on me raconte ou c'est ce que je vois? C'est toujours, je pense que pour certaines choses, c'est personnel. On peut pas, c'est un va-et-vient continuel. Oui, puis ça voudrait dire, en tout cas les critiques qui critiquent ces approches-là en disant c'est pas la vérité, c'est pas le vrai monde, donc c'est moins bien. C'est ce que j'appelle la critique platonicienne, finalement, parce que c'est l'allégorie de la caverne, c'est qu'il y a une réalité derrière, et finalement votre truc c'est sympa, mais il y a une réalité, donc faut y aller. Ils font comme si notre monde était vraiment totalement dans la réalité, que nous on était tous ancrés dans la réalité, qu'on n'avait pas de subjectivité, qu'on n'avait pas de simulation dans notre vie quotidienne, donc en fait finalement la frontière elle est très faible, c'est vrai. Et d'ailleurs ça amène à d'autres fictions, comme vous parliez tout à l'heure de Fight Club, qui sont pas au sens strict des mondes virtuels technologiques, mais je pense pour Truman Show, ou des choses comme ça, où en fait c'est pas des mondes virtuels, mais c'est quasiment ça, c'est l'illusion de naître dans un endroit qui est faux. Et là le problème c'est quand ça se révèle carton-pâte, quoi. C'est quand on se rend compte que c'est un décor de cinéma derrière, c'est là que la limite vient et qu'on se dit peut-être on m'a menti, quoi. Et c'est ça qui nous déçoit. Mais en effet, si on est dedans et qu'on vous dit pas vous êtes dans le monde virtuel, peut-être là vous en êtes un. Et puis finalement on le vit, le truc. C'est virtuel, mais on le vit, c'est une expérience qu'on vit. Que ça soit après, qu'on soit surpris à la fin, c'est autre chose. Est-ce que ce qu'on vit aujourd'hui, est-ce que c'est pas virtuel? Est-ce qu'on n'aura pas la réponse bien plus tard? C'est pas. D'ailleurs, il y a. Oui, pardon. Oui, les émotions qu'on ressent sont valides, c'est les mêmes. Enfin, on n'est pas moins vivant ou plus vivant. Pour moi, dans le virtuel, il y a très longtemps, je jouais beaucoup aux jeux vidéo. J'avais du vrai stress, des vrais bonheurs, des choses qui se passaient. Je vivais des trucs très intenses. Et puis oui, vas-y. Et je revenais à votre question de est-ce que ça ferait une différence de on le sait ou on ne le sait pas qu'on est dans un monde virtuel. Donc mettons, on est dans une matrice là tous. Il y a aussi la question de l'attention. On est dans une matrice parce que des robots ont décidé de nous mettre dans une matrice pour nous manipuler. C'est pour nous manipuler, c'est contre notre gré et pour nous faire du mal. Ou on est dans une matrice parce que on nous a tous donné le choix. Bon, notre univers est foutu, mais on peut vous mettre dans un monde qui est un peu plus cool. Bon, ça dépend du point de vue. Mettons que notre monde est plus cool que ça. On peut vous mettre dans un monde qui est un peu plus cool. Est-ce que vous préférez vous souvenir d'où vous venez ou tout oublier? On a tous choisi d'oublier. Bon, alors est-ce que ça nous pose encore problème d'être dans un monde virtuel? Donc, je veux dire, là c'est tiré par les cheveux, mais il y a la question de l'intentionnalité, de pourquoi on a oublié aussi. Donc d'un point de vue scénaristique, ça change tout pour moi. Et d'ailleurs, il y a même c'est un thème qui revient souvent en SF, c'est l'idée que les mondes virtuels, les métavers, seraient aussi un prolongement de la vie. C'est-à-dire, votre corps physique est détruit, on télécharge votre cerveau dans un monde virtuel. Est-ce que vous le feriez? Est-ce que vous le feriez pas? Et qu'est-ce que ça change de notre expérience en sachant qu'on, du coup, nous ne sommes plus qu'un être
voilà, dans un univers simulé. Est-ce que c'est une expérience qui vous tenterait? Est-ce que cette idée un peu transhumaniste du virtuel, qui n'a plus une intention, mais vraiment, je prolonge ma vie par ça, ça vous intéresserait? Moi, non. Au contraire, même ça m'inquiète beaucoup. Après, si la machine plante, c'est voilà. Si la machine plante, et puis se dire qu'on est dans la capacité de rencontrer de nouvelles personnes, de faire de nouvelles choses. Ce côté pour l'éternité bloqué dans un univers qui peut-être n'évoluera pas parce que tout le monde sera dans ce même univers. Non, au contraire, j'ai un sentiment claustrophobique là tout de suite. Les autres, est-ce que vous avez une opinion là-dessus? Si c'est pour avoir notre même monde plus longtemps, personnellement, non. Mais après, ça me fait aussi réfléchir à... Je ne sais pas pourquoi j'ai relié ça, donc je vais essayer d'y arriver en parlant. Cette idée de la critique de justement les gens qui vivent dans les mondes virtuels ne sont pas dans la vraie vie, ou cette idée de avoir envie parce qu'il s'est produit quelque chose ou parce qu'on a un problème dans le monde de se retrouver dans un monde virtuel. Mais en fait, cette critique, elle vient de gens qui, on va dire, font partie de la norme pour laquelle le monde est fait. Si j'ai envie un jour de me retrouver dans un monde virtuel, pas ce monde virtuel est un peu plus adapté peut-être à ma façon de réfléchir, ou alors va être plus accueillant pour l'identité dans laquelle je me reconnais, là il y a un truc différent. Donc ça dépend en fait quel monde virtuel vous me proposez pour connecter mon cerveau. On peut laisser plusieurs options aux gens, un peu comme dans Ready Player One. Et vous iriez? Où? Après la mort dans un monde virtuel? Après la mort dans un monde virtuel. Ouais, si le cerveau. Ouais, si je peux continuer après la mort avoir une deuxième vie, moi ça m'intéresserait. Hein. Il y en a qui signent. Après, quand on parle du virtuel, moi pour rebondir je trouve que on est tous dans le virtuel en fait. Moi je pense quand on allume sa télé, quand on est sur un portable, en fait, tant qu'on est dans l'interrogation, on peut pas. C'est le cerveau en fait qui fonctionne. C'est le cerveau qui fait ce qui est, enfin, pas tout, mais c'est le cerveau qui fait que notre perception, qui fait qui nous dit ce qui est virtuel ou pas. Tant qu'on n'a pas compris, quand je sais pas la politique, quand on a la propagande ou bien des spots qui nous disent de faire ci ou faire ça, ça peut être considéré comme du virtuel. D'ailleurs, c'était la thèse, peut-être vous en avez entendu parler, d'un philosophe qui s'appelle Baudrillard, qui a inspiré Matrix, le film. D'ailleurs, on le voit, son bouquin Simulacre et Simulation dans le film, c'est là que Neo cache ses disquettes de hacker. Et Baudrillard, il avait donc écrit ce livre qui s'appelle Simulacre et Simulation, dans lequel il dit que le monde dans lequel on vit est déjà une simulation, parce que tout ce que vous voyez du monde, c'est ce qui est médié par des médias, par la télé, que vous n'avez jamais exploré tout de même votre village de 100 habitants, vous ne connaissez pas tout le monde, donc en fait, le monde, vous ne le connaissez pas tant que ça, et donc vous l'avez par des médiations qui sont la technologie. Et on lui a posé la question quand le film Matrix sorti, parce qu'il était encore vivant, il est mort pas longtemps après. Est-ce que vous avez aimé le film Matrix qui vous rend hommage en tout? Il a pas du tout aimé. Il a dit, c'est ce qui est assez rigolo, il a dit Matrix, c'est le film qu'aurait fait la Matrice si elle voulait nous faire croire qu'elle n'existe pas. Et là, ça devient deep. Donc voilà, évidemment ils disent il n'y a pas besoin de la parce que vous dites il n'y a pas besoin de la matrice, il n'y a pas besoin de tous ces trucs-là. En fait, notre monde est déjà un peu parfois comme ça, parce qu'on y projette notre subjectivité et on est tiraillé entre plein de structures qui nous influencent. Donc ça c'est la partie philosophique de Matrix, mais finalement voilà, il n'a pas aimé, le pauvre. Et donc une autre question que j'avais aussi, donc dans ces mondes virtuels tels qu'ils sont présentés dans la SF ou dans l'imaginaire, il y a souvent aussi cette idée de pouvoir être autrement que soi, c'est-à-dire jouer avec l'identité. Là on a parlé plutôt de jouer avec la réalité, mais la réalité c'est aussi qui on est, comment on se définit, comment on se présente au monde, comment on s'auto-présente, mais aussi l'image qu'on renvoie. Et donc l'idée de changer d'avatar, de peau, de corps, de sexe, de genre, de couleur de peau, etc. C'est des choses qui reviennent très souvent aussi dans ces mondes-là. Et finalement, on se rend compte que quand on représente, surtout dans le mainstream, type Ready Player One ou autre, les gens ne changent pas tellement d'identité. C'est-à-dire que les hommes restent des hommes. On se rend un peu plus beau, un peu plus lisse, un peu plus maquillé. Voilà, Neo, il est un peu plus beau. Même dans Ready Player One, on est un peu plus... Mais il y a très peu d'exemples. Il y en a un dans Ready Player One, d'exemples, mais il y a très peu d'exemples de gens qui changent vraiment radicalement l'identité. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas jouer à ça dans ces mondes-là, ou qu'ils n'ont pas osé, les auteurs ou les autrices, tenter ce dépassement de l'identité qu'on a dans la vraie vie, ou qu'est-ce que vous en pensez? Après, moi, je pense que l'identité, elle est infinie. Hein. Quand on joue à un jeu, etc., il n'y a pas de... C'est nous, en fait. Quand on joue à un jeu et quand on va... Pas mentir, pas se cacher, quoi. Non, au-delà du fait de se cacher ou de pas mentir, c'est que est-ce qu'on sait qui on est et jusqu'où on peut aller?
c'est la question qu'on peut se poser. Quand on voit un jeu, c'est... Parce que si on dissocie d'un côté les jeux et d'un côté notre personne, est-ce que c'est la bonne chose à faire? Les deux sont partie intégrante de nous. Donc à partir de là, si quand on joue à un jeu, quand on va se projeter dans un personnage, finalement, personne nous oblige. C'est nous qui cherchons à aller vers ça. Est-ce que vous voyez jouer avec vos identités? Oui, moi je suis toujours un peu étonnée justement à quel point les gens prennent des avatars qui leur ressemblent. En ce qui me concerne, j'aimerais plutôt aller à l'inverse, faire un avatar qui ne me ressemble pas, ou qui me ressemble psychologiquement mais pas physiquement. Voire encore mieux, qui puisse modifier quelques aspects de ma psychologie que j'aimerais pouvoir améliorer. Parce que je suis neurodivergente, donc des fois j'aimerais que le virtuel puisse me remettre un peu quelques cases à l'endroit dans le cerveau, mais ça c'est rêvé quand même. Oui, au contraire, faire des expérimentations, incarner des animaux, pouvoir avoir la perception d'autres créatures qui soient pas humaines, pour moi c'est fascinant. Ça me ferait vraiment triper de pouvoir faire ce type d'expérience. Mes questions. En fait, j'ai plein de réponses qui vont venir dans le désordre. C'est pas grave. Ça dépend exactement du contexte de la question, pour moi. Si je prends l'exemple que vous avez donné de Ready Player One ou de ce genre de film à gros budget, va y avoir aussi une question qui tient purement aux médias. Là, on parle d'un film à gros budget qui est un film, on a payé certains acteurs pour les mettre à l'écran, on veut qu'ils soient reconnaissables facilement dans des scènes d'action, donc peut-être que les transformer à l'excès va pas être facile. De plus, on veut aussi qu'il y ait du public qui vienne voir en masse, donc on va essayer de reprendre comme des recettes qui marchent généralement. Donc peut-être qu'on ne va pas tous les transformer en plantes qui bougent. Moi, je serais prenante. Après, il y a aussi la question de qui le fait. Tout simplement, alors je vais mettre les pieds dans le plat. Pour moi, si c'est un réalisateur homme blanc, il va peut-être aller plutôt vers des archétypes de protagonistes ou de deutéragonistes principaux classiques. Et si c'est quelqu'un qui appartient à une minorité quelconque, va peut-être aller plus facilement vers une représentation autre. Tout simplement parce que aussi la personne qui appartient à une minorité quelconque a peut-être déjà envie de ne pas être à la place qu'elle occupe. Donc a peut-être déjà cette habitude de vouloir se projeter autre part. Par contre, si vous parlez de comment se projettent réellement les gens quand ils ont la possibilité de le faire, c'est très différemment de comment on le représente dans un média. Moi, par exemple, j'ai joué au jeu de rôle, et là, non, pour le coup, moi, quand je joue au jeu de rôle, j'adore les rôles de guerrières badass qui répondent uniquement à coups de hache. C'est pas vraiment comme ça que j'agis dans la vraie vie. Un de mes meilleurs amis, qui est un meilleur ami, adorait être une paladine droite, bonne. C'était pas non plus du tout son rôle dans la vraie vie. Moi, la plupart des gens que je connais qui jouent au jeu de rôle aiment changer d'apparence, aiment changer justement. Ils jouent pour ne plus être ce qu'ils sont, sinon ils joueraient pas. Donc pour moi, il y a vraiment une différence entre ce qu'on a envie de faire et ce qu'on fait quand on en a la possibilité, nous, et ce qui est représenté dans les médias, notamment à gros budget. L'écriture, c'est pareil. Quand on écrit des livres, quand on crée des personnages, oui, vous imaginez. Est-ce que c'est nous? Est-ce que ces personnages, est-ce que c'est nous qui tenons le stylo pourtant? Et pourtant on crée des personnages, des tordus. Est-ce que ces personnages c'est la même chose? Est-ce que c'est du virtuel? Est-ce que il n'y a pas une part quand même de vous un petit peu qui se joue là-dedans? Bien sûr, puisque c'est moi qui tiens le stylo. Mais à partir de là, mais pourtant tout ce qu'il fait, ça veut pas dire que je cautionne tout ce qu'il fait. Et j'essaie de créer des univers justement créer un univers avec ça. Oui. Et du coup, est-ce que ça veut dire qu'on peut se servir de ce type d'univers dans l'absolu, si on le projette dans une manière qui fonctionne mieux que le métavers de Facebook? Est-ce qu'on pourrait s'en servir pour faire l'expérience de l'altérité, d'autres choses qu'on n'est pas, justement, d'identités qui sont très très différentes de nous, et pour comprendre aussi par exemple les biais sexistes. On sait par exemple il y a beaucoup d'études sur le MMORPG par exemple qui montrent que des hommes ont tendance à jouer des femmes même pour se faire aider par d'autres hommes qui vont les prendre pour des femmes et qui vont dire tu es fragile donc je vais t'aider, et donc ils vont se servir de biais sexistes à leur avantage pour compenser des choses. Voilà, donc là c'est évidemment de la manipulation, mais aussi ça peut être aussi une expérience de manière dont on vous parle si vous n'êtes pas la personne que vous êtes tous les jours, expérience de la socialité autre que celle que vous connaissez au quotidien. Est-ce que ça peut être intéressant? Vous pensez que c'est vain pour faire évoluer les mœurs?
Ou la neurotypie, par exemple, choses comme ça peut être intéressant aussi. Bah, moi, j'aimerais être neurotypique, ouais. S'il y avait un moyen dans un monde virtuel d'être neurotypique, je serais curieuse de voir le monde à travers des yeux différents des miens. Après, ce qui m'intéresserait aussi, c'est peut-être de faire l'expérience d'autres types de sociétés qui fonctionnent différemment. Ça serait, quand tu parlais de biais cognitifs, sexistes, ou imaginer des mondes virtuels où ces biais ne sont pas là, où la société est organisée de façon plus solidaire. Voilà, je trouve que ça serait une façon d'utiliser les mondes virtuels hyper intéressante, ouais. Faire des expériences sociales. Alors, est-ce que si j'en ai la possibilité, je peux vouloir me projeter dans une identité ou un monde autre? Bah oui, évidemment. Je vois même pas l'intérêt d'un monde virtuel si c'est pour revivre ce que je connais déjà. Par contre, est-ce que ça peut faire évoluer les gens de vivre d'autres expériences? Non, je pense pas. Les gens ont des biais, justement. Les biais cognitifs sont renforcés par d'autres biais cognitifs. On a des biais de confirmation, on a des biais de jugement qui font que de toute façon, on va prendre que ce qui va dans notre sens généralement. Alors, je dis pas que c'est impossible de faire bouger quelqu'un. Mais c'est quand même trop compliqué. Alors si seulement il y a eu des expériences, on a mis des gens dans des costumes pour qu'ils essaient de savoir ce que ça fait d'être en surpoids, on a essayé de faire comprendre à des gens ce qu'étaient certaines situations de handicap ou de les faire vivre des situations de sexisme via des vidéos. Honnêtement, ça les fait pas bouger. Je veux dire, MeToo est quand même une expérience à grosse échelle de montrer aux hommes, notamment cisgenres, hétéros, ce que c'est d'être une femme, avec la réussite qu'on voit quand même. C'est beau. Mais du coup, ça veut dire que c'est un peu triste. Il n'y a aucun espoir d'utiliser ça comme des outils autres, après du divertissement pur et de l'amusement, etc., mais comme des outils de transformation du monde, social ou autre. Est-ce qu'on peut, alors à part en effet imaginer d'autres sociétés, mais encore on va importer peut-être nos structures sociales qui sont déjà là, quoi. Moi, je suis moins un peu négatif que ça. Alors peut-être parce que je suis pas neurotypique, mais j'ai l'impression que les biais cognitifs, on peut les faire un petit peu bouger pour que la personne soit un peu volontaire, quoi. Mais j'ai l'impression que j'ai des gens autour de moi qui pourtant sont pas jeunes, parce que j'ai plus de 50 ans, qui ont beaucoup bougé depuis MeToo. Donc, parce que eux, ouais, ils avaient des gros biais. Donc, ils ont beaucoup bougé. Donc, je me dis que peut-être les mondes virtuels peuvent permettre des expérimentations sociales, sociétales. Bon, après, il y a des gens qui refuseront de bouger, mais si ça en fait bouger 2-3, c'est déjà très bien. Et oui, tu voulais, je t'entends. Oui, non, mais ça me fait rebondir, ça me fait réfléchir. Ah oui, je suis désolée, je suis déprimante. Désolée, je suis relativement misanthrope. C'est pas grave. Mais en fait, je répondais plutôt à la question précise de est-ce que faire expérimenter à quelqu'un une situation de minorité peut le faire bouger? Je pense pas. Une situation précise va pas le faire bouger sur ce biais précis. Par contre, je pense que les mondes virtuels, comme tous les mondes de SFFF, comme tous les mondes qui posent aux prémices un « et si », ont une capacité globale à faire changer. Parce que pour moi, commencer à habituer n'importe qui à se demander « et si », forcément, il y a un moment donné, si on le demande assez souvent « et si ça »,« et si truc »,« et si machin », il y a une sorte de mécanisme qui peut se mettre en branle. On peut se demander « et si j'essayais d'imaginer ça ?» et si ça pouvait être différent. Pour moi, c'est un effet global. C'est pour ça que je suis pour que la SFFF conquiert le monde. Parce que juste, ça permet de se demander plus facilement « et si ?» Est-ce que on va faire changer les gens sur des points précis? J'ai un doute. Un livre va pas changer le monde. C'est pas parce que j'arrive à vous proposer demain dans un bouquin la société utopique parfaite avec le mode d'emploi pour la mettre en place que ça va marcher. Mais peut-être qu'à force que des bouquins comme ça sortent, les gens vont se dire et si on pouvait quand même essayer de construire un truc qui ressemble à ça? Je sais pas si je suis claire, j'espère. Oui, tout à fait. Du coup, ça amène l'idée que les mondes virtuels pourraient être aussi des espèces de terrains d'expérimentation, même si on ne ferait pas disparaître tous les biais et toute notre sociabilité qui est programmée dès l'enfance, mais qui pourraient être des terrains d'expérimentation, voire de résistance au monde dans lequel on vit, avec d'autres manières de fonctionner, des mondes sans monnaie, des mondes qui dépasseraient les biais de genre, les biais raciaux, etc. Et je sais qu'il y a des gens qui réfléchissent déjà là-dessus et qui en parlent, qui parlent même de mondes virtuels comme des ZAD. C'est-à-dire voilà, des zadistes du monde virtuel qui comme des territoires à défendre importants, justement pour qu'ils appartiennent pas à des corporations, qui est peut-être tout le problème de l'internet. En fait, c'est le problème d'internet, il est né comme un truc libre et maintenant c'est des plateformes et des GAFAM, etc. Et c'est la même chose. Donc
est-ce qu'il y a aussi cette idée-là de frontières à conquérir et justement de se battre pour que ces mondes virtuels ou numériques restent un peu des espaces de liberté, ce qu'ils ont pu être à une époque, peut-être dans les années 80-90 ? Dans Visite, ça se passe à la fin du siècle. Ils ont complètement revu la société, vraiment sur des axes solidaires et sur la protection du vivant. Ils ont encore des mondes virtuels, mais en fait, ils viennent voir comment on vivait nous. Enfin, comment on vit nous maintenant, en fait. Et ça allait pour simplement se rappeler que à quel point ça a détruit l'environnement, à quel point et ils comprennent absolument pas ce qu'on fait, en fait. C'est ça reste très sibyllin et très abscon pour eux. Oui, ça peut. Enfin, quand tu parlais de ZAD, eux, ils vivent pas comme des ZAD. Il reste une société assez complexe, mais tout l'enjeu, effectivement, c'est de se dire notre monde, s'il devient une espèce d'anti-référence pour ce qu'il faut pas faire, des gens de l'avenir, comment ils nous regarderont, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça, c'est hyper intéressant de faire cet exercice de pensée. Se faire juger par le futur. Alors ils sont pas il y a des anciens qui ont connu le monde d'avant qui retournent comme une sorte de truc un peu nostalgique, et puis il y a les plus jeunes qui n'ont jamais rien connu, qui sont beaucoup plus critiques, ouais. Justement, oui, tu voulais ajouter un truc ? Pour moi, c'est encore une fois, ça dépend du contexte où existent ces mondes virtuels. Là, actuellement, est-ce que nous, tous ensemble, on peut reprendre les plus grands réseaux sociaux en main ? Je pense pas, parce qu'ils appartiennent à des sociétés capitalistes, dans un monde capitaliste gouverné par des pouvoirs qui croient au capitalisme. Donc, non. Moi, ce que j'ai mis dans Simca, c'est l'émergence d'une nouvelle sorte de virtualisation, je le dis comme ça pour pas divulgacher, qui est reprise très vite par le capitalisme. Donc, clairement, mon avis est dans ce bouquin. Par contre, il existe déjà et encore des formes de virtualisation qui sont dans les marges. Il existe Mastodon, il existe des réseaux décentralisés, il existe des possibilités de résistance. Là, récemment, j'ai vu que le premier jeu vidéo de plateforme cubain est sorti. Ils ont mis des années à réussir à le produire en changeant 42 fois de programmeur parce que personne n'arrivait à tenir. Ils ont des problèmes d'Internet monstrueux. Mais c'est possible de produire hors du système capitaliste. C'est juste beaucoup plus compliqué. Il n'y a aucun média qui propage l'idée. Et il faut faire un effort qu'on n'a pas tous, parce qu'on quand on rentre le soir d'une journée de boulot, on a juste envie de se mettre devant la télé. Ce que je comprends, moi aussi. Mais ça existe. Donc, est-ce que c'est possible factuellement ? Oui. Maintenant, est-ce que ça pourrait être l'intégralité des mondes virtuels de notre société tant qu'elle reste mondialisement capitaliste ? Je ne vais pas répondre, je vous laisse répondre. Non, en fait, le truc, c'est que les choses changent, mais c'est qu'il y a des personnes qui ont tellement de pouvoir qu'on a l'impression que rien ne change. Donc à partir de là, oui, c'est toujours pareil. Quand c'est les grandes compagnies qui gèrent le truc, on a l'impression qu'il se passe rien. Après, le monde, c'est pas non plus un plateau télé, c'est pas seulement un portable, et les choses se font. Après, c'est comme un livre. Un livre, changer le monde, c'est un bien grand mot, mais lire un livre, ça influence obligatoirement, ça influence des gens, et c'est vers ça qu'il faut tendre. Maintenant, le monde virtuel, il pourra changer ceux qui ont envie d'aller vers ça, et qui ont envie de vivre des expériences pour comprendre certaines choses. D'ailleurs, historiquement, alors je parlais d'Internet qui était très lié à cette question-là, mais les gens qui ont créé Internet et qui ont un peu pensé la manière de penser les mondes virtuels aujourd'hui, dans les années 60-70, on va dire, c'était clairement des hippies qui vivaient dans des communautés un peu contre-culturelles aux États-Unis. Et il y avait énormément de comparaisons qui sont encore faites aujourd'hui entre les mondes virtuels et la drogue, par exemple, et le LSD, par exemple. Et donc l'expérience de psychédélique. Et donc de changer de perception, changer de rapport au corps, de sortir un peu de son corps, de tout ça. C'est des choses qui étaient très présentes à cette époque-là. Et donc on voit bien que aujourd'hui, ça nous paraît un truc très start-up Silicon Valley, parce qu'ils ont réussi à un peu nous implanter ça dans le cerveau. En fait, à la base, ça vient pas de là. C'est ce rêve de monde dans lequel on peut dépasser son identité, on peut jouer avec son corps, on peut voir des images qui sont impossibles à voir dans la vraie vie, des géométries qui sont impossibles en 4 dimensions. Ça vient de gens qui étaient en train de rêver en disant ça se réalisera jamais. On rêve d'un monde qui est un autre monde, quoi. Voilà. Et après, parce qu'après, ça devient un business, tout simplement. Voilà. Quand ça devient un business, tout change. Ça peut partir d'une bonne intention au départ, et puis après,
on sait comment ça fonctionne. Ah oui. Donc à quelle fin, pour quelle raison? Parce que ces gars-là, ces mecs des années 60, c'était Steve Jobs, c'était... Bah voilà, mais arrive un moment... Qui voulait qu'on changeait le monde à l'époque. À un moment, on cherche la rentabilité. Ouais. Ils se sont fait manger par le capitalisme. Au bout d'un moment, avoir un yacht aussi, bon, ça va. D'une certaine façon, ils l'ont changé le monde quand même. Mais je veux dire, pas forcément uniquement d'un point de vue négatif, mais vous demandez à ma grand-mère, est-ce que le monde a changé depuis ta jeunesse? Oui, et elle le dira pas d'un point de vue politique, elle le dira dans le sens de, on a tous un ordinateur dans la poche, je peux communiquer maintenant avec des amis qui sont à Paris ou en Thaïlande. Le monde a changé clairement d'un point de vue qui est franchement extraordinaire. Je veux dire, si on prend d'un point de vue purement technique, les changements qui sont produits dans le monde sont merveilleux. Après, le problème, c'est le système économique. Mais ces gens-là ont voulu changer le monde d'un point de vue technique et ils l'ont fait. Pour le faire, ils se sont peut-être soumis à un système capitaliste préexistant d'ailleurs, mais ils ont changé le monde d'un point de vue technique. Mais ils ont perdu leur idéologie de base d'utopie. Voilà. Oui, parce qu'ils étaient quand même très utopistes. Et un peu libertariens aussi. Mais bon. Oui, alors le libertarien, c'est peut-être un peu trop... Mais du coup, ça montre à quel point les choses se font dans les marges, en fait. Oui. Et le système capitaliste phagocyte et mange tout, en fait. Mais à la base, la contre-culture américaine des années 60, ils n'étaient pas tout à fait capitalistes. Hein. Non. Et d'ailleurs, une question qui est rarement, j'ai l'impression, alors peut-être je me trompe, hein, vous savez peut-être mieux que moi, qui est rarement abordée dans cette question des mondes virtuels et le fantasme technologique qu'ils représentent, c'est le fait que ça soit pas très écologique comme technologie. Certes, c'est des serveurs qui tournent, et je pense que si on voulait faire un vrai métavers façon Matrix ou autre, ou Ready Player One, il faudrait des technologies, des serveurs, des trucs qui tournent. Alors il y a peut-être moyen de le faire, de manière pareil, décentralisée, plus avec des énergies renouvelables. Mais il y a forcément une question qui se pose dans ce fantasme-là, un fantasme en fait qui est presque non soutenable en fait de monde virtuel. Il faudrait juste qu'on arrête de rêver là de ça, parce que ça fait partie de détruire le monde aussi. Je crois que pour éduquer, genre j'aime pas le terme, pour entraîner ChatGPT, alors je sais plus si c'est le 3 ou le 4 ou le 5, il a fallu l'équivalent de la consommation d'électricité de l'Argentine pendant je sais plus combien de temps, mais finalement assez longtemps. Donc ça montre à quel point le virtuel est pas du tout écologique. Un prompt sur Midjourney. Alors un prompt, vous savez ce que c'est quand ça correspond au chargement de téléphone portable. Donc c'est loin d'être, c'est pas du tout écologique, et la recherche scientifique aujourd'hui essaye vraiment d'optimiser la consommation d'énergie de ces technologies qui sont, on croit que parce que c'est dématérialisé, ça on les voit pas. Ça consomme pas, mais ça consomme énormément en fait. Oui, mais même Netflix, c'est le 3e pays le plus polluant du monde, hein, si on le mettait dans un pays, Netflix, en termes de consommation d'énergie, quoi. Donc c'est rien que Netflix. Donc vous imaginez un monde virtuel qui nous entoure entièrement. Alors là encore, je vais répondre en 2 parties. Pour moi, il y a 2 questions dans la question. Il y a, est-ce que les mondes virtuels, c'est consommateur d'énergie? Problème étant l'énergie, oui. Par contre, il y a la question de l'énergie, on peut continuer à en produire. Techniquement, mettre dans un monde en décroissance. Juste, on en produit moins avec des moyens qu'on espère plus propres. Donc il y a une question de répartition des ressources. Si demain on décide de ratiboiser les transports en avion, arrêter l'envoi de satellites Wi-Fi trop dans l'espace, on se contente de ce qu'on a déjà, et que tous les voyages en avion on les transforme en rencontres sur le virtuel, honnêtement, ça dépense moins d'énergie. Je suis pas sûre de mes calculs, mais quand même quasiment. Donc ça dépend comment on répartit la ressource. Et après, l'autre question dans la question, si je me souviens bien, c'était pourquoi on le représente pas. Alors j'ai 2 réponses possibles. Là, c'est purement mon cerveau qui part en roue libre. Première option possible, parce que quand on représente un monde virtuel où tout est possible, on n'a pas envie de se déprimer directement en disant « Ah oui, mais vous allez détruire la planète en faisant ça ». Il y a des fois, on écrit aussi parce qu'on a envie de s'évader et que nos lecteurs s'évadent. Même moi, j'ai pas toujours envie de déprimer les gens, ça m'arrive. Et la deuxième possibilité, c'est que d'un point de vue purement scénaristique, alors quand j'écris, j'ai beau essayer d'être, pas le plus réaliste, mais le plus vraisemblable possible, et d'essayer de voir quelles sont les conséquences des choses que je mets en place, je peux pas mettre l'intégralité de l'univers et des chaînes de causalité dans un livre. Il y a des moments où je suis obligée de simplifier. Donc il y a des moments où je coupe parce que je peux pas tout mettre. Après, dans Matrix, on trouve la solution. Finalement, c'est nous l'énergie qui permet de faire tourner le système. Mais bon, est-ce qu'on a envie de ça aussi? Donc pas vraiment.
Oui, donc c'est vrai que c'est un des aspects. Il faut quand même se poser la question de tous les aspects que ça matériel en fait finalement. Plus on est virtuel, plus c'est matériel. En plus, c'est ça qui est un peu terrible dans ça, quoi. On veut s'évader par ça, et en même temps, il y a une matérialité qui revient assez fort. Oui, même le mot virtuel, à l'origine, ça veut dire en puissance. Virtus en latin, c'est en puissance. C'est ça aussi qui a donné virilité. Hein. Et donc des choses un peu liées à la puissance, comme ça, un peu toxique. Mais du coup, qui aussi fait fantasmer quand même. Oui, tu voulais ajouter. Juste dire, plus il y aura besoin d'IA, plus ça consommera, oui. Et comme maintenant il y a des gros IA sur les jeux vidéo, ça consomme énormément d'énergie. Après, la recherche étant très se questionnant énormément sur la consommation d'énergie, on peut peut-être imaginer qu'ils feront des découvertes et des améliorations. Oui, puis c'est le rôle des auteurs et des autrices de SF d'imaginer des nouvelles technologies magiques. Alors, on n'est ni des scientifiques ni des politiques. Non, mais bien sûr. Mais de jouer avec. Pour moi, c'est pas notre rôle, justement. Notre rôle, c'est pas de donner un mode d'emploi du tout. Moi, mon rôle, c'est juste d'écrire des bouquins, d'abord. Mais pour moi, encore une fois, même si on prend juste l'IA, ça dépend ce qu'on décide de faire de l'IA. Parce que là, on est en train de produire des IA monstrueusement gourmandes en énergie pour répondre à des questions que n'importe qui s'amuse à poser sur son téléphone pendant un cours où il s'ennuie. Alors, ça serait super utile, par exemple, dans les domaines de la recherche en médecine. Là, on sait qu'il y a des applications géniales. Et en fait, c'est comme n'importe quelle innovation technologique qu'il y a eu. On a commencé par dire, génial, ça va réduire le temps de travail nécessaire par l'humain. Et en fait, on est en train de faire quoi, là ? On est en train de construire des IA pour faire des métiers artistiques, alors qu'il y en a plein des êtres humains qui aimeraient faire des métiers artistiques et moins travailler d'autres choses. Et on ne les met pas à des endroits où peut-être elles pourraient faire des tâches que nous, on n'est pas capable de faire ou pas aussi vite. Moi, je trouve ça bizarre. Donc pour moi, c'est juste une question d'allocation de ressources. Parce que la ressource, il y en a disponible, juste plus faible que ce qu'on est en train de faire. Oui, c'est ce qu'on dit depuis le début, ce qu'on dit tout depuis le début, c'est-à-dire qu'en gros, les outils, c'est ce qu'on en fait, quoi. Et que après, il peut y avoir une intention quand l'outil est fabriqué, ce qui est souvent le cas, mais elle est souvent dépassée, comme l'auteur est dépassé parfois par l'interprétation qu'un lecteur ou une lectrice va faire de son œuvre. Et une technologie, c'est la même chose. Ce qu'on appelle d'ailleurs en termes techniques une affordance, c'est l'idée que moi, avec les étudiants, je leur dis, c'est un briquet, ça sert à allumer une cigarette, mais vous pouvez aussi, ou autre chose, mais vous pouvez aussi ouvrir une bière avec un briquet. C'était pas prévu par le fabricant. Ouais, c'est ça. Et donc, là, c'est un exemple un peu minimal, mais vous voyez, et pareil, le monde virtuel, etc. Toutes ces expériences-là peuvent nous amener des choses en fait, qui sont inattendues. Il y a des choses toujours inattendues dans la technologie, et parfois même positives, et parfois négatives, malheureusement. Mais on peut pas y échapper. Et puis, c'est de ce que l'humanité, comme collectif, décide d'en faire. Et alors, il y avait aussi une dernière, peut-être après on va passer aux questions si vous avez des questions en public, hein, mais une petite dernière question de ma part. La question du corps, comme on l'a abordé un peu de biais, mais elle est quand même très importante ou du dépassement du corps dans les univers virtuels. Est-ce que c'est aussi un fantasme justement de dépasser la corporité de l'humain qui nous enferme parfois un peu? C'est l'espèce de côté très cartésien. Nous sommes un esprit enfermé dans un corps. Et libérer notre esprit, donc par exemple, de voler, d'être plus fort, d'être plus puissant, ce qu'on était dans le jeu de rôle aussi, on en parlait tout à l'heure, de pouvoir incarner des personnages qui sont très différents physiquement de nous. Mais est-ce que la science-fiction et les mondes virtuels permettent aussi d'explorer cette question de la corporéité? Moi, j'adorerais savoir comment se sent un dauphin qui nage dans l'océan, qui saute comme ça, j'adorerais. Je trouve que si le virtuel peut nous apporter quelque chose de positif, ce sera justement de faire des expériences pour moi, du vivant, du non-humain, pour nous essayer de nous ouvrir un peu. Je trouve qu'on est un peu trop auto-référencé, auto-centré, nous les humains. Alors moi, je suis pas très sociable, c'est peut-être pour ça que je trouve qu'on est trop auto-référencé, mais ouais, ça me fait rêver, ouais. Oui, les autres. Après, la puissance du cerveau, hein, si on veut, c'est toujours vivre des expériences fortes. Plus on va aller loin, plus on va pratiquer, plus on va utiliser nos cerveaux, plus il va je vais pas dire se détacher du corps, mais plus il va prendre de la puissance et plus on va vivre des expériences extraordinaires. Que ce soit même, comme je disais tout à l'heure, avec un livre ou autre chose. Je pense que c'est surtout l'intensité qu'on met dans ce qu'on fait qui fait qu'on s'élève. Et après, il n'y a pas que le monde virtuel, il y a plein de choses qui permettent de s'élever. Mais on voit souvent quand SF, quand il y a cette idée un peu de
d'élever l'esprit, et même des séries télé comme Stargate où il part dans l'ascension, dans un monde autre que une autre dimension de notre plan de l'univers. Les idées, même les extraterrestres, quand on voit dans la science-fiction classiquement, c'est les petits gris avec un gros cerveau qui ont un peu laissé tomber le corps. C'est-à-dire, on a l'impression l'idée que souvent le futur d'une technologie très avancée ou d'une civilisation très avancée, c'est d'un peu abandonner le corps, ou à la limite le garder mais vaguement pour qu'il soit tout maigre et que le cerveau soit, ou Mars Attacks, avec ses gros cerveaux. Donc on a un peu cette idée que, et finalement le monde virtuel ça participe à ça, c'est le corps a un truc, un jour une espèce intelligente abandonne et qu'elle laisse tomber. Pas forcément. Je suis pas sûre, je n'ai pas encore répondu à côté de la plaque. Pour moi, il y a encore plusieurs questions dans la question. Pour moi, il y a d'abord une limite au monde virtuel. Moi, j'adorais utiliser le monde virtuel pour être dans l'esprit d'un être vivant totalement différent de moi, par exemple un dauphin. Pour savoir comment réfléchit, pense un dauphin ou un extraterrestre. Le problème, c'est que le monde virtuel étant créé par un être humain, je ne vois pas comment un être humain peut réussir à inventer ex nihilo une façon de penser que justement n'est pas totalement la sienne. Pour moi, c'est pas possible. Il y a une limite à l'imagination et à l'esprit et à la puissance du cerveau. Il y a une limite. On ne peut pas faire quelque chose qui soit totalement autre, je pense. Par contre, sur le corps, on peut. Parce que le corps, il y a plus de données physiques, donc on peut au moins approximer quelque chose. Et là, il y a deux types d'expériences quand même, du virtuel sur le corps qu'on peut imaginer. Soit se débarrasser du corps et être pur esprit, soit être dans un corps différent et justement un contexte différent. Moi, être en 3 dimensions dans l'eau, j'adorais ça, parce que ça fait de pouvoir se déplacer en 3 dimensions. J'avoue, c'est un fantasme. Mais c'est une expérience totalement différente de ne pas de corps, parce qu'il y a une sensorialité de côté. Et la question, c'est tester une autre sensorialité. Et ça, je pense que l'être humain l'a toujours fantasmé. Je veux dire, l'être humain rêve de voler depuis l'Antiquité, c'est quand même, on le sait. Et d'un côté, il y a ne pas de corps du tout. Et pour moi, là, la réponse est quand même forcément assez personnelle. Ça dépend de l'expérience qu'on a tous, chacun de notre vie, dans notre corps, et de ce qu'on rêve de pouvoir faire. Donc ma réponse va être une de mes réponses préférées dans l'univers, ça dépend. Donc c'est pas un fantasme, vous pensez pas à un fantasme civilisationnel, quoi, que l'humanité rêve en ensemble de laisser tomber le corps et de partir vers des êtres de lumière purement immatériels? Moi, ça me fait pas tellement rêver. Oui, c'est plus l'expérience du vivant autre, c'est plus l'expérience de l'altérité. Il y a des drogues qui permettent ça. Oui, j'en parlais tout à l'heure. Oui. Mais oui, de l'altérité. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que c'est vrai que on dit souvent quand les êtres humains, les écrivains, notamment de SF, autrices ou auteurs, essaient d'imaginer des autres civilisations extraterrestres ou autres, c'est très très dur en fait d'imaginer des choses qu'on n'arriverait même pas à comprendre ou alors qu'ils sont en intelligence mais qu'on n'arrivait pas à appréhender parce qu'en fait on est limité par notre capacité à penser ces intelligences-là. Alors peut-être que les machines, les IA nous aideront à penser l'altérité, mais c'est compliqué. Je vois pas comment une IA peut nous aider à poser l'altérité. Une IA, en fait, actuellement, ce qu'on appelle IA, c'est pas une intelligence artificielle. C'est un programme qui est créé par un programmeur. Le programmeur est un être humain. Il va créer l'IA en fonction de ses propres pensées. Une IA est une pensée qui est au moins basée de base sur la pensée humaine. Elle peut pas produire non plus une altérité totale. Enfin, je m'y connais pas tellement en informatique. Ça dépend, en fait. Mais je pense pas que c'est absolument possible. Ça dépend, en fait. Si c'est des capteurs, des capteurs neurologiques, si on arrive à décoder les ondes cérébrales, que ce soit humaines ou non humaines, c'est pas l'intelligence artificielle elle-même en fait, c'est la capacité qu'on aura de fabriquer des capteurs qui analysent les ondes cérébrales. Voilà. Après, c'est les robots, ils vont discuter entre eux, comment ça fonctionne. En fait, à un moment, ils n'auront plus besoin des êtres humains. Bah oui, c'est bon. Ils sont tellement autonomes qu'ils pourront discuter entre eux et faire ce qu'ils voudront, quoi. Leur propre monde, et puis nous, on sera des petits animaux de compagnie. D'accord. Peut-être on va discuter un petit peu avec la salle. Alors si vous avez des questions, des remarques, des œuvres qui vous ont marqué, qu'on connaît peut-être pas aussi, qu'on pourrait explorer et que vous voulez nous raconter, qui vous ont marqué en termes d'univers virtuel, ou voilà, n'hésitez pas, on a quelques minutes pour discuter un peu avec vous. N'ayez pas peur, on est sympa. Oui. Vous avez des questions, il va falloir aller les poser au micro pour que ça puisse être enregistré. Oui, tu pourrais passer ton micro. Ou alors, si vous sentez une carrière de ténor, vous pouvez essayer votre propre énergie. Ou de prof. C'est pour revenir sur un des points tout à l'heure qui a été évoqué lorsqu'on discutait d'incarner quelqu'un ou quelque chose de différent grâce aux univers virtuels. On disait en effet que les jeux vidéo c'est un des éléments qui s'en rapprochait le plus actuellement. Et il y a quand même quelques statistiques qui sont sorties. Larian Studio, qui a fait un petit jeu pas très connu qui s'appelle Baldur's Gate 3, ils ont quand même sorti leurs statistiques. Ils ont quand même démontré que quasiment la majorité des gens, quand on leur demande de créer un personnage, ils vont choisir un homme, un guerrier, quelque chose de base. Donc vraiment, on est dans la diversité pure. Et en fait, l'avantage de ça, c'est qu'on sort du juste
les rôlistes purs et durs, ceux qui sont vraiment, qui font du jeu de rôle, qui sont une toute petite communauté par rapport à la grande communauté. Et il y a un autre jeu qui avait sorti aussi une statistique très intéressante, c'est le jeu Tyranny. Le jeu il est pas super fun, parce que c'est vraiment, on est censé jouer le pire des bâtards au possible. Et le studio a été, ils ont été un petit peu dégoûtés parce que ils ont beau essayer de forcer les joueurs à jouer quelqu'un de vraiment tyrannique, de vraiment méchant, les gens essayaient toujours de prendre le choix qui était le plus gentil possible. Et en fait, finalement, ce que ça montre, c'est que quand on joue dans une réalité, dans un métaverse à côté, on veut que ça soit différent parce que bon, on a envie de se sortir de la vie de tous les jours. Mais bon, il ne faut pas non plus que ça soit trop loin de ce qu'on est réellement, quoi. Donc en fait, avoir cette réflexion du métavers qui nous permettrait de faire tout ce qu'on voudrait, on se rend compte que quand on donne la possibilité aux gens de le faire, ils le font pas. Je ne vais pas trop commenter de façon sûre de ce que je vais dire parce que j'ai une formation de sociologue, je ne connais pas les études dont vous parlez, donc je ne peux pas vraiment en parler. Par contre, là, comme ça, je peux imaginer plein d'explications qui pourraient ne pas être celles que vous donnez. Par exemple, pourquoi est-ce que des gens qui jouent à un jeu qui a été quand même aussi médiatisé, donc qui a touché un assez large public par rapport à des jeux plus confidentiels que Babylon 4, vont jouer un homme plutôt blanc, baraqué? Alors déjà, moi, je ne suis pas du tout gameuse. J'ai dans ma vie entière aimé un jeu vidéo, vraiment, je pense. C'est tout, voilà. Par contre, d'un point de vue sociologique, Babylon 4, je me dis, quel genre de personnage a le plus de chances de réussir à gagner? Je fais un guerrier baraqué, oui. Et d'un autre côté, ce que vous ne dites pas dans votre étude non plus, c'est quel est le profil sociologique, genré, racial des joueurs. Est-ce que effectivement, vous dites ce qu'ils ont construit, mais pas d'où ils partent? S'ils sont majoritairement des femmes et qu'elles sont mises dans un guerrier baraque, ça prouve le contraire de ce que vous avez l'air de dire. Voilà, donc ça dépend. Voilà, ça dépend. J'adore cette réponse, ça dépend. Et ensuite... j'avais aussi entendu parler d'une étude qui disait justement, mais plus sur le jeu de rôle, quand on joue à un jeu de rôle plus genre Donjons et Dragons, on peut par exemple choisir d'être totalement en malfaisant chaotique. Et effectivement, des études prouvent que quand même quand les gens décident d'être comme ça, au fur et à mesure du jeu, ils vont tendre vers le bien. Et il y a plusieurs biais. Et il y a notamment le fait que quand on joue dans un jeu où on joue avec d'autres personnes, que ce soit autour d'une table ou en réseau informatique, on a envie d'être aimé par les gens. Et on ne va pas avoir envie d'être le salaud face aux autres. Il y a aussi parfois, dans certains cas, ce biais-là qui joue. Oui, d'ailleurs, c'est une question que j'aurais pu aussi poser. C'était la question de l'expérimentation d'une autre moralité. On parlait d'autres identités, d'autres manières d'être, d'autres corporités, mais c'est vrai qu'une autre moralité, c'est une question intéressante. Et c'est vrai que les études ont tendance à montrer qu'en effet, même dans les jeux, on est en solo. Les jeux, vous savez, il y a plein de jeux maintenant à choix moraux, les jeux Telltale, les jeux, les jeux où on doit sauver son meilleur ami ou sa fille, les trucs horribles à chaque fois. Et la tendance en fait à faire le choix qui en effet est le plus proche d'une moralité de normes morales classiques. Et donc ça a été un peu étudié aussi, c'est assez intéressant. Et ça a aussi été un peu étudié quelques thèses en sociaux ont été faites sur est-ce qu'on joue d'autres genres dans le jeu vidéo, et c'est vrai que c'est assez rare. Même les femmes à long terme ont tendance à jouer plutôt les femmes aussi. Sauf dans les jeux, en effet, pour le coup, MMORPG, où en fait c'est juste, elles n'ont pas envie d'être des femmes parce qu'en fait c'est sexiste et donc on va les insulter parce que ce sont des femmes. On considère les femmes comme moins douées aux jeux vidéo par défaut. Enfin voilà, il y a plein de biais qui jouent. Mais c'est hyper intéressant de réfléchir à ces questions-là, bien sûr, et qui sont sans fin et qui, j'espère, vont évoluer. Est-ce qu'il y a d'autres peut-être remarques, questions? Ou oui, il faut se lever. Il faut encore se servir de son corps, malheureusement. Attention, de la prochaine. Du coup, peut-être plutôt aller de l'autre côté. Ça va aller. Alors, du coup, moi, je travaille dans le médico-social et j'ai aussi intervenu à l'hôpital. Et moi, je pense aussi que le monde, tout ce qui est vert peut être vachement intéressant pour les personnes qui sont, par exemple, qui ont le cancer, qui ont vraiment des grandes difficultés à se mobiliser et pouvoir en fait aller à l'extérieur. Et le simple fait de s'évader comme ça pour une personne qui est dans un fauteuil depuis toute sa vie, donc je trouve que c'est vachement important et c'est malheureusement dommage qu'ils n'aient pas vraiment toujours accès à cette technologie parce qu'elle est chère, elle est coûteuse, elle est encore toute nouvelle. Donc, moi, en tant que dans le médico-social et aussi en tant qu'aide-soignant, je pense que c'est vachement important. Donc voilà, c'est l'intervention que je voulais donner par rapport à ça.
J'ai une amie qui est psychologue, docteur en psychologie et qui travaille dans un hôpital de jour pour les personnes âgées et qui utilise la VR pour certaines personnes qui ne sont pas nées en France ou voilà, pour les ramener dans le passé et leur faire leur récit de vie. Et sur des personnes très âgées, effectivement, qui peuvent avoir des problèmes de mobilité, ça marche super bien en fait. Et ils sont ravis. Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup abordé la question des mondes virtuels un peu comme des jeux et comme un truc très ludique. Alors, ça peut rester ludique, mais mais pas vraiment comme une chose qui peut être thérapeutique ou qui peut aider des personnes. Alors, on en a parlé un petit peu sur la neuroatypie, vous avez témoigné, mais c'est vrai que sur le handicap physique, ça peut être quelque chose de très intéressant. C'est un peu le thème du film Avatar aussi, quelque part. Et mental aussi. Et mental, oui, tout à fait. Et donc c'est vrai que c'est des pistes hyper intéressantes et en effet qui ne sont pas exploitées. Pourquoi ? Parce que ça coûte cher et qu'il n'y a pas un public mainstream classique qui va faire ça. Donc on préfère faire des jeux. Voilà. Donc, mais c'est vrai que c'est des pistes intéressantes à creuser. Ouais. Est-ce qu'il reste une ou deux dernières questions ? Ou des gens qui veulent nous recommander des choses à voir ou à jouer ou dans ces mondes virtuels ? Ou est-ce que vous auriez aimé savoir se dire dans un monde virtuel ou... On peut faire des votes. Non, pas de remarques ? Sinon, on va pouvoir vous libérer alors, dans ce cas. Un dernier mot de la part de... Alors, n'oubliez pas que nos intervenants, là, aujourd'hui, ils sont là avec nous, mais ils sont aussi au Salon du Livre, et ils seront présents, tous, je crois. Et donc, vous pouvez aller discuter avec eux, faire dédicacer vos livres, etc. Donc, pensez-y, ils seront à la MJC, à côté. Eh bien, merci beaucoup, on va s'arrêter. Merci beaucoup.